Les karstes sont secs en surface et sont de grands réservoirs d'eau en profondeur. Il faudra surveiller d'une façon très précise les nappes phréatiques contenues dans les karstes, car les communications entre la surface et l'intérieur du karst sont assurées par des avènes ou des diaclases, ce qui rend ces nappes phréatiques particulièrement vulnérables. Les massifs calcaires sous l'action de l'eau vont acquérir un modelé karstique. Relief uniforme, canyons, grottes, avènes caractérisent ce modelé si particulier. La recherche de cavités s'imposera comme une nécessité si l'on veut établir en surface un ouvrage de génie civil ou encore ouvrir une carrière. Le terme de modelé karstique recouvre le résultat du travail de l'altération et de l'érosion en zone calcaire par l'eau. Les premières figures du modelé ont été définies en Croatie, et de ce fait beaucoup de termes sont empruntés à cette langue. En croate, le mot de karst désigne la pierre nue. Pour qu'il y ait karstification, il faut qu'il y ait des minéraux solubles dans la formation en voie d'érosion. La calcite est un minéral très répandu, notamment dans les roches sédimentaires. Et tout naturellement, ce sont les calcaires qui sont affectés par ce processus en premier lieu. Mais les ensembles dolomitiques n'échappent pas à cette règle. Dans le massif central, les grands causses sont formés de dolomie ou de calcaire dolomitique et possèdent un réseau karstique très important. Plus rares, mais parfaitement possibles, sont les figures de karstification dans les formations gypseuses. L'eau de pluie, par simple ruissellement, ne conduit pas forcément à une forte dissolution des carbonates. Il faut en fait que cette eau puisse résider pour pouvoir bien mener son action de dissolution. C'est le cas lors de l'accumulation liée à la neige ou à la glace, mais aussi lorsqu'il y a stockage dans les sols. Il faut ajouter à cela que l'eau de pluie est fortement agressive vis-à-vis des carbonates. Et pour le cas des sols, la présence d'acide humique provoque également une forte mise en solution. La réaction d'équilibre chimique calcite-carbonate est ici présentée d'une façon très simplifiée. Mais elle permet de comprendre que, contrairement à ce qu'on est en droit d'attendre, des règles de solubilité, la calcite précipite dans les eaux chaudes et se dissout dans les eaux froides. En fait, le processus est lié à la dissolution du CO2 atmosphérique dans l'eau, comme le montre ce schéma. Retenez bien, la dissolution du calcaire dépend de plusieurs paramètres. La température, l'agressivité de l'eau, qui est liée au taux de CO2 dissous, et l'agressivité du milieu, dans le cas de présence de matière organique notamment. Pour voir un karst se développer, il faut donc répondre à plusieurs conditions. Il faut d'abord un ensemble rocheux épais et massif, avec peu de stratification ou d'intercalation marneuse, par exemple dans un massif calcaire. En second lieu, il faut que l'eau puisse s'infiltrer, ce qui veut dire que ce massif doit avoir subi une fracturation. Il faut ensuite une configuration géologique permettant la rétention d'eau en partie basale de ce système. C'est une condition extrêmement fréquente pour les ensembles calcaires qui surmontent des ensembles marneux ou argileux. Enfin, il faut que ce massif de roches contienne des minéraux solubles. Donc la calcite pour le calcaire, la dolomite pour les dolomies, le gypse pour le gypse, les formations gypseuses. Et enfin, il faut du temps. Beaucoup de temps. On estime que dans des conditions de dissolution moyenne, il faut environ 10 millions d'années pour dissoudre pratiquement totalement un massif de calcaire de 400 mètres d'épaisseur. Le karst joue des rôles importants. Tout d'abord, par la présence de cavités, il va être susceptible de piéger de la matière solide, et notamment des minerais. C'est le type de gisement que présente la bauxite pour le minerai d'aluminium. Mais les cavités peuvent aussi servir de réservoir de stockage de fluides, comme le pétrole,
et surtout comme l'eau. Par ailleurs, au niveau de l'activité humaine, ce karst a constitué pendant longtemps une zone de refuge et d'habitation. Enfin, à l'heure actuelle, c'est plutôt le loisir qui se développe dans les milieux karstiques, à travers les activités d'escalade, de spéléo, de canyoning, etc. Pour donner quelques ordres de grandeur, il est important d'avoir quelques exemples en tête en termes de dimension pour le karst. Comme exemple, on aura la grotte des Mammouths aux États-Unis, où un réseau de plus de 500 km de galeries s'est développé au sein d'une amas carbonatée. Les records de profondeur sont atteints dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Le gouffre Mirolda tient un record avec ses 1520 mètres de profondeur. Enfin, pour donner une dimension plus régionale dans le sud-est de la France, à proximité d'Alès, citons la salle principale de la Veine d'Orniac, avec ses 300 mètres de long et ses 80 mètres de haut. Pour conclure, voici présentées les principales figures du modelé karstique. La doline est une dépression circulaire dont le fond est généralement tapissé d'argile, ce qui permet la rétention d'eau en surface. Sur les causses, on désigne les dolines aménagées en abreuvoir sous le nom de lavogne. Les canyons sont célèbres dans le sud de la France. Ardèche, Verdon, Tarn sont fréquentés par les touristes. Les lapias ou lapiès sont de grands entablements rocheux parcourus de réseaux de diaclases ou fissures. Les mégalapias surcreusés donnent les reliefs ruiniformes. Dans les causses, on leur a donné le nom de grandes métropoles comme Montpellier-le-Vieux, Nîmes-le-Vieux. En surface, à une échelle plus réduite, on rencontre des figures d'érosion plus modestes, mais tout aussi étonnantes, comme les vasques, les cannelures. Enfin, il existe des figures endokarstiques qui sont bien connues des spéléologues. Ce sont les grottes et les avennes.